Donc maintenant, on va passer la parole à François Bétard, qui est maître de conférence à l'université Paris Diderot Paris 7, qui va nous parler de géodiversité. Alors c'est vrai qu'on a vu dans les présentations jusqu'à présent l'intérêt que la géographie pouvait avoir pour identifier des hotspots, des points névralgiques, on va dire, concernant les enjeux environnementaux. Et beaucoup se sont focalisés sur la biodiversité, mais assez peu sur la géodiversité, dont va vous parler François, et qui est, on va dire, un concept finalement émergent, qui permet de faire bouger un petit peu les lignes dans la façon dont on appréhende, on va dire, les enjeux environnementaux. Merci Étienne. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, le sujet va être autour de la nature comme objet géographique. Ça doit parler à certains, c'est une des questions mises au concours, une des questions de géographie mises au concours cette année, au CAPES. En focalisant ici sur une certaine nature qui est la nature abiotique. La nature abiotique, c'est la nature non vivante, qu'on pourrait opposer à la nature vivante, faisant référence à la biodiversité. Et ici, le pendant finalement abiotique de la biodiversité, c'est ce concept émergent de géodiversité. Il faut le comprendre comme vraiment l'équivalent abiotique de la biodiversité, avec un prolongement patrimonial, avec aussi cette notion émergente de géopatrimoine sur laquelle je vais revenir. Alors il faut peut-être recontextualiser un tout petit peu, un très bref rappel historique sur la reconnaissance sociétale de cette nature abiotique qui a pris du retard par rapport à la biodiversité. Bon, les prémices remontent au XIXe siècle en France, en tout cas, un peu partout dans le monde aussi en réalité, dans ce qui était au départ une approche assez sensible, à la fois esthétique et artistique. C'est en relation avec en particulier en France, avec les mouvements de protestation des peintres naturalistes et paysagistes, opposés à des coupes sévères en forêt de Fontainebleau, qui transformaient les paysages. C'est autour de l'école de Barbizon, vous avez ici une représentation d'un tableau de Camille Corot, un des chefs de file de cette école, et qui a donné lieu à la création des premiers espaces protégés en France, mais pour des raisons artistiques. Et c'est la réserve artistique de Fontainebleau qui a été créée par décret impérial dès 1861. Alors, dans la même veine, mais quelques décennies plus tard, on voit apparaître dans la loi française, cette fois-ci, en 1906 d'abord, puis en 1930, des textes qui permettent de protéger des sites et des monuments naturels ou paysagers. C'est la loi donc, relative à la protection des sites, qui est toujours dans une approche un peu esthétique, artistique. Il y a toujours ces critères qui sont présents, mais avec une large place aussi accordée désormais au pittoresque. Et à partir de 1930, avec l'ajout de critères scientifiques. On peut désormais protéger des sites pour des raisons scientifiques, et pas seulement artistiques ou esthétiques, ce qui conduira donc à la protection de sites naturels abiotiques, des chaos rocheux par exemple, comme il en existe aussi à Fontainebleau, donc tout au long du XXe siècle. Mais il faudra attendre en vérité la loi de 1976 relative à la protection de la nature pour que, de façon vraiment officielle, cette fois-ci, des éléments abiotiques puissent être protégés directement, et puis ça devient vraiment inscrit dans la loi, avec la possibilité de créer des réserves naturelles géologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît à partir de 1976, même si, encore et jusqu'à aujourd'hui, les principales réserves naturelles en France sont créées principalement pour des raisons biologiques et écologiques. L'un des tournants, c'est sans doute la décennie 1990, où va être signée à Digne-les-Bains, en France, la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre, qui est en quelque sorte un plaidoyer pour protéger le patrimoine géologique, ce patrimoine de la Terre, ce patrimoine abiotique, qui a été longtemps délaissé, alors qu'émergeait en même temps tout un tas de choses sur la biodiversité. Qui prenait vraiment le devant de la scène. Très peu de temps après, on voit apparaître pour la première fois le terme géodiversité, qui va être utilisé comme un équivalent géologique, on pourrait dire, du mot biodiversité, qui a été popularisé quelques années plus tôt et surtout qui a été projeté sur le devant de la scène internationale en 1992, lors du sommet de la Terre, avec la signature de la Convention sur la diversité biologique. Donc ça, c'est un petit peu le cadre pour rappeler un peu
comment on en est venu finalement à parler d'abord de protection de la nature et puis ensuite de protection d'une nature abiotique, mais qui est encore un petit peu, qui est encore en arrière-plan par rapport à ce que l'on a fait en France et un petit peu partout dans le monde sur la protection de la biodiversité. Donc ça me conduit à introduire dans cette première partie cette notion de géodiversité qui est un peu nouvelle, qui est une notion émergente, que les géographes commencent petit à petit à s'approprier, après avoir été surtout utilisée par les géologues, et celle de la notion, non pas jumelle, mais la notion dérivée de géopatrimoine. Donc la géodiversité, c'est quelque chose qui est un terme finalement forgé sur le modèle de biodiversité au départ, qui le précède, qui est aujourd'hui admis, reconnu au niveau international, mais finalement encore un petit peu peu connu du grand public, peu connu de la majorité des publics, puisque ça reste surtout dans le domaine scientifique que ce terme, pour l'instant, reste maîtrisé. Il a été inventé au départ, je le disais, plutôt par et pour des géologues, notamment pour servir de base théorique à la conservation d'objets géologiques et géomorphologiques, c'est-à-dire aussi les formes du relief, qui sont des éléments non vivants, dans les espaces protégés. C'est ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme de géoconservation, qui pourrait être considéré comme l'équivalent géologique de la conservation biologique. Depuis 2004 et une première tentative de formalisation du concept par le Britannique Murray Gray, on assiste vraiment à une profusion conceptuelle autour de ce terme de géodiversité. Alors je ne vais pas du tout détailler les termes ici, il y en a plein, je ne vais pas entrer dans le détail, éventuellement je pourrais répondre à des questions après, mais on a vu apparaître plein de termes, dont le mot géopatrimoine, qui résulte de la mise en patrimoine de sites qui présentent un intérêt du point de vue de la géodiversité, et puis un tourisme qui serait orienté sur la mise en valeur de cette géodiversité ou de ce géopatrimoine, etc. Bon, je reviendrai sur certains thèmes, mais je vais absolument pas détailler cette figure un peu complexe sur le plan sémantique. Alors j'ai été amené à travailler moi-même un peu sur cette question, cette notion de géodiversité ces dernières années, ce qui m'a amené à proposer une définition de cette notion qui se veut une définition assez géographique du terme, assez large finalement, une définition holistique, qui pourrait être la suivante. Donc ça désignerait la variabilité du monde abiotique, donc de ce monde non vivant, à la fois dans les composantes géologiques, géomorphologiques, donc entendu par les formes du relief, pédologiques, tout ce qui concerne les sols, et aussi hydrologiques, tout ce qui va concerner les eaux de surface et souterraines. Et ça englobe aussi tous les processus naturels et anthropogéniques qui en sont à l'origine. On peut observer cette diversité du monde non vivant à différentes échelles, depuis une diversité dite élémentaire qui s'observerait à l'échelle des minéraux, des microfossiles, une diversité géospécifique qui s'observerait à l'échelle des affleurements ou d'un site, jusqu'à l'échelle du paysage, ce que j'ai appelé la diversité géosystémique, incluant aussi les paysages culturels. Alors ça, c'est quelque chose qui me semblait important d'introduire, c'est aussi l'intégration des éléments culturels d'un paysage qui peut être abiotique. La photographie ici, qui est une photographie prise sur un de mes terrains d'études dans le nord-est du Brésil, illustre pour moi assez bien ce que recouvre cette notion. On a un paysage a priori naturel, comme ça, qui est dominé par des grands reliefs rocheux très spectaculaires, qui témoignent d'une diversité ici géologique, une diversité du point de vue du relief, mais qui est complété par on le voit, par des attributs hydrologiques. On voit ici sur la photo une multitude de lacs, mais qui sont en fait des lacs artificiels. Ils n'ont rien de naturel, ces lacs. Ils ont été aménagés par l'homme dans cette partie du Brésil depuis au moins 2 siècles, pour faire face à des sécheresses récurrentes. Mais finalement, ils participent aujourd'hui à la géodiversité du territoire. Ils font partie des paysages culturels et ils doivent être intégrés en tant que tels, tout comme les éléments naturels qui participent à cette diversité abiotique. De la géodiversité telle qu'elle vient de définir, on peut glisser finalement assez vite dans le champ patrimonial. Donc le pendant patrimonial, c'est le géopatrimoine, ce qu'on appelle aujourd'hui le géopatrimoine, qui correspond finalement aux éléments les plus remarquables de la géodiversité, d'un point de vue scientifique, éducatif ou touristique principalement, et qui
additionnés au biopatrimoine, au patrimoine biologique, forment un ensemble plus vaste que j'ai regroupé sous le terme des patrimoines environnementaux. Alors je préfère l'appellation patrimoine environnementaux à patrimoine naturel pour la raison évoquée sur la diapo précédente, c'est que précisément il n'y a pas que des éléments naturels, il y a des éléments d'ordre culturel qui sont intégrés dans ces patrimoines, et plus encore si on considère que ces patrimoines peuvent être déclinés in situ et ex situ. In situ, c'est tout ce qu'on va trouver sur les sites. In natura, on va trouver des objets géologiques, géomorphologiques remarquables, de la même manière qu'on pourrait trouver des plantes ou des espèces animales dans leurs habitats. Mais ça inclut aussi un patrimoine ex situ qui va concerner, qui va impliquer la prise en compte de toutes les collections muséologiques, par exemple, tout ce qu'on va trouver dans les musées, les muséums. Ça concerne aussi les archives et les publications scientifiques des anciens auteurs. Ça concerne les représentations picturales, ça peut concerner tout un tas d'objets ex situ, mais qui participent, comme dans les paysages naturels ou sur les sites, à un intérêt patrimonial dans le domaine des sciences de la Terre ou dans le domaine des sciences géographiques. Alors, de fait, si on considère qu'il peut y avoir une partie de cette diversité de la nature qui mérite d'être nommé patrimoine, d'être considéré comme patrimoine, de fait, il va y avoir très vite derrière des objectifs de conservation. Le patrimoine, derrière, il y a l'idée de conservation, de transmission aux générations futures. Donc la conservation, c'est quelque chose qui est un champ majeur dans le domaine de la géodiversité. Alors on peut d'abord se poser la question, pourquoi conserver cette géodiversité aujourd'hui ? Alors pourquoi la conserver ? Parce que précisément elle est menacée par tout un tas d'aléas principalement d'origine anthropique, donc des menaces anthropiques qui s'inscrivent dans le contexte du changement global. Alors changement global, c'est-à-dire toute la partie humaine, toute la partie anthropique du changement global. C'est l'urbanisation croissante, accélérée dans certaines régions métropolitaines. En région parisienne, c'est quelque chose qui menace de nombreux sites actuellement en périphérie de cette région, mais on pourrait prendre des exemples dans plein d'autres régions métropolitaines du monde. La pollution des sols et des eaux, qui concerne donc des problèmes qui sont des problèmes qui concernent des éléments abiotiques du paysage. Les activités extractives, on entend par là l'industrie des carrières, l'industrie des mines, qui va concerner très directement le patrimoine géologique. La pression touristique sur certains sites, qui peut amener à des dégradations. La collecte, le pillage de fossiles, le reboisement spontané ou non, tout un tas donc de paramètres qui menaceraient directement cette nature abiotique. Face à ces menaces, on a donc réfléchi depuis quasiment un siècle, si on considère les premières lois de protection de la nature, dès la loi de 1906 sur la protection des sites et des paysages. Il y a toute une palette d'outils qui existent de protection, des outils qui ont été surtout destinés au départ à protéger le patrimoine biologique, et puis petit à petit qui ont été adaptés ou qui ont permis aussi de protéger des sites géologiques ou géomorphologiques. Donc on retrouve ici les sites classés et inscrits issus de la loi de 1930. Les parcs nationaux, alors ils ont été institués en France assez tardivement, en 1960, c'est-à-dire presque un siècle après les parcs nationaux américains. Les réserves naturelles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont été instituées officiellement par la loi de 1976. Et depuis 1976, on peut créer des réserves naturelles pour le patrimoine abiotique, et pas seulement biologique. Et puis plus récemment, en 2015, il y a un décret qui est sorti qui institue les arrêtés de protection de géotopes, c'est-à-dire des arrêtés qui peuvent permettre de protéger des sites géologiques et qui sont le pendant des arrêtés de protection de biotopes qui, eux, existent depuis plus longtemps pour le biologique. La carte que vous voyez ici, c'est en fait les quelques 20 réserves naturelles françaises qui ont été créées sur un fondement géopatrimonial, c'est-à-dire sur un fondement d'un patrimoine géologique remarquable. Donc il y en a un certain nombre, mais elles sont effectivement minoritaires par rapport aux réserves biologiques qui ont été créées depuis 1976 et qui sont en grand nombre. Quelques exemples ici très rapidement pour illustrer ces différentes catégories d'espaces protégés où on va trouver un patrimoine abiotique remarquable.
par exemple, de nombreux chaos rocheux. J'ai parlé tout à l'heure de Fontainebleau, mais on pourrait prendre des exemples en Bretagne ou dans le massif armoricain de chaos granitiques, sont aujourd'hui protégés grâce à la loi de 1930. Souvent sur des critères pittoresques, mais parfois sur des critères scientifiques. Le parc national des Écrins, un peu plus près d'ici, est un parc national qui a été créé pour différentes raisons de protection dans le domaine de la protection de la nature, mais qui abrite, outre un patrimoine biologique exceptionnel, aussi un patrimoine géomorphologique, un patrimoine glaciaire aussi, qui est tout à fait remarquable. Toujours dans les Alpes, il y a une réserve naturelle qui a été créée au début des années 1980, qui est la réserve géologique de Haute-Provence, et avec la célèbre dalle aux ammonites, qui est en fait un affleurement où on peut trouver plein de fossiles, qui est aujourd'hui protégé grâce à l'inscription de cette réserve naturelle. Et puis, le décret dont j'ai parlé, qui est récemment sorti en 2015, pour l'instant n'a pas encore été appliqué, mais l'un des sites qui pourrait être peut-être le premier site où on va appliquer ces arrêtés préfectoraux de géotope pourrait être un site en Île-de-France qui a fait parler de lui il y a 1 ou 2 ans, au moment où il y a eu un projet d'infrastructure, d'aménagement infrastructurel sur ce site pour en faire un camp d'entraînement du Paris Saint-Germain, du club de football, qui donc menaçait de racheter l'ensemble du site et donc de détruire totalement le patrimoine, en particulier paléontologique, qui est renommé mondialement sur ce site-là. Donc là, il y a la possibilité d'intervenir rapidement avec un arrêté préfectoral. D'autres types d'espaces protégés permettent de compléter la palette des outils de protection. On peut protéger par la voie réglementaire, c'était le cas précédent. On peut aussi protéger par une voie foncière, c'est-à-dire acheter les terrains pour mettre à l'abri ces patrimoines. C'est la mission des sites des conservatoires régionaux d'espaces naturels, qu'on trouve dans toutes les régions administratives de France, les sites du conservatoire du littoral, puisque de nombreuses portions du littoral revêtent un intérêt patrimonial, des espaces dunaires, on peut penser à ça en particulier, les vasières maritimes. Les espaces naturels sensibles des départements, ça c'est une politique, la politique ENS qui donne le droit, la possibilité aux départements de racheter des terrains, et y compris donc des sites qui seraient menacés par des projets d'aménagement et qui présentent un intérêt patrimonial. Et puis de nombreuses communes et communautés de communes peuvent aussi racheter des terrains pour protéger un patrimoine qui peut être parfois un patrimoine d'intérêt local. Ce n'est pas toujours des localités qui présentent une importance internationale. On peut aussi avoir un petit patrimoine local, de la même manière qu'il existe un petit patrimoine bâti, un petit patrimoine rural. Il y a parfois un petit patrimoine géologique qui peut être préservé, en tout cas avec une volonté politique de le préserver localement. Un exemple ici en photo, c'est une ancienne carrière qui est située dans le département de l'Essonne, qui est protégée au titre de la politique ENS et qui est une des localités de référence pour un état géologique de l'ère tertiaire et qui, en plus d'être protégée par le foncier, est aussi protégée réglementairement puisque c'est sur une réserve naturelle. Donc là, on a une double protection. Le fait d'avoir ces deux types de protection rend forcément la protection plus efficace. Il existe d'autres voies encore de protection. On peut protéger par voie contractuelle ou conventionnelle. C'est ce qui se fait avec les sites du conservatoire du littoral, dont la gestion est souvent confiée à des tiers. C'est souvent la commune qui va en fait gérer les sites du conservatoire ou le département. On peut mettre dans cette catégorie aussi les sites Natura 2000. À travers les contrats Natura 2000, il y a cette voie contractuelle qui existe et qui peut permettre, qui permet généralement de protéger au départ des sites d'intérêt biologique, mais qui indirectement peut permettre de protéger des objets géologiques, géomorphologiques remarquables. C'est un peu la même chose avec les parcs naturels régionaux, qui entrent plutôt dans cette catégorie à travers la signature de la charte du parc par les communes adhérentes. On a cette possibilité de protéger un patrimoine abiotique exceptionnel. C'est le cas ici, j'ai pris l'exemple emblématique des volcans d'Auvergne, qui sont à la fois dans un parc naturel régional et qui sont aussi couverts par un zonage de type Natura 2000.
Encore deux dernières voies possibles de protection de ce patrimoine, c'est la protection physique, c'est-à-dire ici, on va sur les sites mettre en place des aménagements, des mesures techniques pour essayer d'assurer la pérennité d'un site vulnérable face à des aléas qui sont parfois des aléas naturels, puisque ces objets, finalement, ils ne sont pas vivants au sens biologique, mais ils sont soumis à des évolutions naturelles par les intempéries, par les agressions du climat, parfois par des actions de vandalisme ou de pillage. Et face à ces différents aléas, eh bien, on peut protéger, comme ici, avec des panneaux de verre qui permettent à la fois de permettre la visite de ces sites, mais surtout de les protéger face aux aléas. Et puis peut-être qu'une des voies, c'est un petit peu comme pour la présentation précédente par Denis, la voie préventive est peut-être une des voies à privilégier dans ce domaine, peut-être la plus efficace, en particulier quand on s'adresse à un jeune public. Souvent, la sensibilisation intervient à ce moment-là et permet une appropriation collective d'un patrimoine qui, je le disais en introduction, est encore relativement méconnu. Donc il y a toute une sensibilisation à faire, certainement, de ce côté-là. Alors ça me permet finalement de faire la transition assez facilement avec la dernière partie sur le volet valorisation. Là, j'évoquais simplement la valorisation éducative qui peut être faite, mais j'insisterai surtout dans cette dernière partie sur la valorisation économique. Il y a une vraie volonté politique en France et dans plusieurs pays du monde de mettre en valeur ce nouveau type de patrimoine qui était encore peu connu il y a quelques années, pour servir de levier de développement économique. Ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis quelques années, notamment depuis la création d'un label qui est aujourd'hui reconnu par l'UNESCO, qui est le label Géoparc. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous en connaissez, ce n'est pas encore très connu, mais ça devrait l'être maintenant de façon plus efficace, puisque ce label est aujourd'hui promu au même rang que le patrimoine mondial de l'humanité et que le label réserve de biosphère, qui est l'équivalent pour le patrimoine biologique. Désormais, l'UNESCO s'est doté d'un outil pour labelliser des sites d'une importance internationale sur le volet du patrimoine, du géopatrimoine. La condition étant évidemment que ce soit des territoires qui présentent une géodiversité exceptionnelle, un géopatrimoine d'importance internationale, avec une forte implication des communautés locales, comme pour les réserves de biosphère d'ailleurs, qui doivent avoir un objectif partagé de préservation, de mise en valeur, dans une perspective de développement durable. Donc le label, en fait, est apparu au début des années 2000, mais il est reconnu par l'UNESCO seulement depuis 2015. Donc c'est vraiment très récent en termes de reconnaissance institutionnelle. Il y a 3 piliers qui sous-tendent ce label, et ces 3 piliers qui sont vraiment dans le paradigme de la durabilité. C'est la conservation, c'est l'éducation à l'environnement, au territoire, aux géosciences, et c'est le développement local par un nouveau type de tourisme qui est ce qu'on appelle le géotourisme, qui est une forme de tourisme durable orienté vers la mise en valeur du géopatrimoine, de ce nouveau patrimoine. Alors la carte, le planisphère ici montre la répartition actuelle des quelques 120 géoparcs qui ont été labellisés dans le monde, qui sont actuellement labellisés dans le monde. Alors il y aurait pas mal de choses à dire sur la répartition de ces géoparcs. On voit d'abord une très forte concentration en Europe, mais qui n'est pas surprenante, en fait, c'est que c'est en Europe qu'est né le label. Le réseau était au départ un réseau européen. Ce qui est plus surprenant, c'est la prolifération des géoparcs en Chine. Donc ils ont vraiment pris conscience de l'intérêt de valoriser cette ressource patrimoniale nouvelle, avec cette volonté de favoriser le développement économique. Et puis, pour l'instant, il n'y a qu'un géoparc labellisé en Afrique, il y en a 2 seulement en Amérique du Sud, et de façon assez surprenante, on constate qu'il n'y en a aucun aux États-Unis. Et ça, c'est à mettre en lien avec l'histoire de la protection de la nature aux États-Unis, qui a été précoce, et ils disposent notamment des parcs nationaux qui, finalement, leur suffit pour mettre en valeur ce patrimoine. Donc, voilà, tout ça est à mettre en lien avec des questions d'ordre culturel, des questions historiques, en lien avec la protection de la nature.
Si on fait un petit focus sur la France, actuellement en France, il y a 6 géoparcs. Alors, vous avez la chance ici à Lyon d'être à proximité des principaux géoparcs français. Donc, si vous ne les connaissez pas, eh bien, peut-être ça vous donnera envie d'aller les visiter. En tout cas, de les visiter, ces territoires que vous connaissez peut-être, mais sous l'angle de ce géopatrimoine. Donc, le Chablais, ou plutôt, je vais reprendre dans l'ordre chronologique. Il y a d'abord eu le géoparc de Haute-Provence, le Luberon, les Bauges et le Chablais la même année. Les monts d'Ardèche en 2014 et en 2017, le dernier qui a rejoint le réseau, c'est les Causses du Quercy. Dont vous avez ici un zoom. En fait, ce géoparc, la particularité en fait, de la plupart des géoparcs, c'est qu'ils se surimposent à des espaces protégés, préexistants. Pour les Causses du Quercy, par exemple, c'est en fait, le géoparc reprend les contours du parc naturel régional. Donc on a une superposition des labels ici. Ce qui pose question d'ailleurs, parce que parfois ça entraîne des problèmes de visibilité de l'extérieur, et même parfois de l'intérieur. Les habitants s'y perdent un peu entre tous ces labels superposés. Et puis, outre le parc naturel régional, vous avez ici un noyau dur qui est une réserve naturelle. Donc là, on a une protection très forte. Et encore une fois, ça fait partie des 3 piliers du label. Il faut qu'il y ait une volonté de conservation très forte pour que ce label puisse être validé par l'UNESCO. Si on regarde maintenant la carte de France, ce qui m'a semblé intéressant, j'ai essayé de le connecter une nouvelle fois avec une question qui est mise au concours cette année, au CAPES, c'est la France des marges. Et à mon avis, il y aurait quelque chose, je n'ai pas vraiment creusé la question, mais à regarder cette carte, on voit assez bien que finalement, on a les géoparcs alpins donc, qui sont plutôt en situation de marge géographique. On a des projets de géoparcs qui sont vraiment à l'extrémité nord-ouest du territoire. Et puis on a des géoparcs un peu plus centraux qui sont dans ce qu'on pourrait appeler la diagonale du vide, ou ce qu'on appelait la diagonale du vide, qui sont des territoires qu'on pourrait qualifier aussi de territoires en marge, avec peut-être des guillemets. Mais finalement, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est l'idée que ces géoparcs ont un petit peu les mêmes objectifs que les parcs naturels régionaux. On est sur des outils surtout de développement rural. Ce qui importe, alors bien sûr, il y a toujours cette volonté de conservation des paysages, du patrimoine, mais il y a une volonté de développement rural de territoires qui sont parfois en difficulté socio-économique, qui ont connu des déprises agricoles en particulier, et qui essaient de relancer leur économie en essayant d'utiliser les nouvelles ressources du territoire. Donc là, on a une ressource patrimoniale qui est de plus en plus utilisée. Il n'y avait que 2 géoparcs en France jusqu'en 2010. Maintenant, il y en a 7 depuis 2010. Donc ça se développe rapidement. Il y a plein de candidatures. Donc, c'est les petits points jaunes que vous avez sur la carte. Je voulais terminer par un exemple exotique, puisque je voulais revenir au Brésil. J'ai montré une première photo au Brésil tout à l'heure. Je voulais y revenir pour terminer, pour montrer que finalement, il y a quand même des difficultés, y compris sur ces territoires de géoparcs. Il y a cette conciliation très difficile à exécuter entre les objectifs de conservation et les objectifs de développement économique qui sont a priori, enfin en tout cas qui sont parfois contradictoires, pas toujours. L'un des exemples que je prends ici pour terminer, c'est un géoparc situé au Brésil, donc le géoparc Araripe, qui est situé dans le nord-est brésilien et qui est le seul géoparc brésilien. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, il y a plein de candidatures, mais c'est le seul qui est pour l'instant labellisé. Il a la particularité d'avoir été le premier territoire labellisé par l'UNESCO dès 2006, ce qui en fait le premier géoparc des Amériques et de l'hémisphère sud. C'était le premier, donc c'est un territoire pionnier en la matière. On a là ici, alors, la raison scientifique de cette labellisation, qui a permis au dossier d'avoir le label très rapidement, c'est qu'on a un patrimoine paléontologique exceptionnel. En particulier, vous avez des fossiles magnifiquement préservés, des libellules qui ont 200 millions d'années, on a l'impression qu'elles datent d'hier, des poissons qui sont parfaitement préservés dans la roche calcaire, et tout ça en fait une référence internationale pour la paléontologie. Donc la raison scientifique, elle a été très, très vite validée par les instances. En revanche, les problèmes qui se posaient avant 2006 et qui se posent de plus en plus au fur et à mesure que les années passent, c'est un certain nombre de difficultés
liées d'abord à l'absence de respect de la réglementation et des normes environnementales. On a des espaces protégés, on est sur un territoire qui est protégé, mais malgré tout, on constate des dérives. Par exemple, la poursuite du pillage des fossiles. Pourtant, il y a des autorités en charge de surveiller, mais le territoire est vaste et les problèmes continuent. On a une absence de planification urbaine. On n'est pas sur le modèle français. On a ici une urbanisation qui est totalement incontrôlée, qui se fait de façon anarchique. Alors, non seulement ici, vous avez les derniers vestiges de la forêt atlantique, qui est aussi, du point de vue biologique, qui abrite un patrimoine remarquable. Et puis, vous avez au même endroit les fameux sites fossilifères qui sont menacés actuellement par l'urbanisation galopante qui, petit à petit, remonte sur les rebords de cet escarpement et menace de détruire tout ce patrimoine. À côté de ça, on a des activités extractives qui continuent de se faire dans la région, une industrie des carrières qui est très présente localement, et là on peut se poser la question du compromis en fait, entre des activités extractives dont on sait qu'elles menacent ce patrimoine, mais en même temps les industries extractives et même artisanales, pas que des industries, c'est aussi des petites carrières artisanales, étaient là bien avant le géoparc et étaient à la base de l'économie locale. Donc, est-ce qu'on favorise le géotourisme durable et on dit aux industriels des carrières de s'en aller, ou est-ce qu'on essaye le compromis? Alors, il y a tout un tas de problèmes qui se posent là-dessus encore aujourd'hui. Il y a un peu de souplesse pour le moment. On continue de laisser faire les carriers, mais il y a des tensions qui sont évidemment palpables entre les associations de protection et puis les industriels. Donc là encore, on est en plein cœur du paradigme de la durabilité. Et puis, pour terminer, on a des actions éducatives qui sont nombreuses. Et ça, c'est une des missions du Géoparc, c'est d'essayer de sensibiliser à la fois les professionnels de l'industrie des carrières, les habitants, les visiteurs, à l'importance de préserver la géodiversité et le géopatrimoine remarquable de cette région qui en fait une ressource territoriale qui reste encore à valoriser un peu mieux, un peu plus certainement que ce que a été jusqu'à présent. Pour conclure, donc, je voulais insister à nouveau à ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire un thème émergent, certes en géographie environnementale, mais qui peut nourrir des études de cas, je pense, assez intéressantes. Je fais le lien, encore une fois, avec les questions mises au concours. Cette année, la nature objet géographique. Alors on a ici tout un pan de la nature parfois oublié. Il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être introduit un peu mieux dans cet objet nature trop souvent limité à la biodiversité. La France des marges, à travers les géoparcs ou aussi les parcs naturels régionaux, sont certainement des exemples qui mériteraient d'être utilisés pour illustrer cette partie. Et puis les espaces du tourisme et des loisirs, l'exemple du géotourisme, cette forme émergente de tourisme durable. Certes, je n'ai pas eu le temps de beaucoup détailler tous ces aspects là en quelques minutes, mais il y a vraiment à creuser, je pense, de ce côté-là aussi. Et puis on a un thème qui permet d'illustrer à la fois les notions de durabilité avec la tension entre conservation et développement, qui me semble vraiment au cœur des géoparcs en particulier, avec lesquels j'ai terminé. Le changement global, toutes les menaces anthropiques anthropiques qui impactent la géodiversité doivent être intégrées dans ce que l'on entend par le changement global. Le changement global ne doit pas être entendu seulement par changement climatique. Parfois, on fait le raccourci. C'est aussi tout ce qui modifie la planète du point de vue des activités anthropiques. Et puis la question de la prospective territoriale, dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais à travers la démarche géoparc et le devenir des territoires, il y a sans doute des parallèles intéressants à faire aussi de ce côté-là, je pense. Et juste pour terminer, je voulais aussi insister sur l'importance du terrain en géographie, puisque c'est un thème qui peut, pour le coup, véritablement être enseigné sur le terrain. Alors je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup en histoire-géographie, ça se faisait aussi un peu en sciences de la Terre. C'est quelque chose de difficile à mettre en place, mais qui, pour le coup, sur un thème comme celui-là, est une voie assez intéressante à explorer. On a la chance en France de pouvoir s'appuyer sur un réseau de sites protégés et sur les géoparcs où il y a plein de ressources disponibles.
avec des guides animateurs, avec des structures muséographiques qui sont très intéressantes pour accueillir du public scolaire. Et puis, il y a plein de ressources pédagogiques en ligne aussi, notamment le site de la Lithothèque nationale, où on peut aller picorer finalement des ressources pédagogiques sur ce site pour pouvoir récupérer tout un tas d'informations pour organiser des sorties pédagogiques, par exemple, sur ce thème-là. Il y a énormément de choses à aller picorer en allant sur ce site. Voilà, je pourrais vous remettre le lien éventuellement si vous le souhaitez tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci pour cet exposé, François, qui me faisait penser aussi à toute une série de problématiques autour de la protection de sites archéologiques, etc. Il y a sans doute beaucoup de parallèles à faire autour de ces enjeux qui parfois sont un peu dans l'ombre de ceux de la biodiversité. Puis je vois aussi que Lyon est un endroit particulièrement stratégique, on est bien placé ici. Donc, bref, la parole est à la salle pour une ou deux questions avant la pause déjeuner. Ventre qui crie famine n'a pas d'oreille. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Je voulais vous demander ce que vous pensez du label Grand Site de France. Est-ce que vous considérez qu'il remplit sa mission qui est d'essayer de concilier protection et fréquentation touristique ? Oui, alors ça fait partie des labels effectivement qui sont concernés par la prise en compte de ce patrimoine. J'ai dû faire des choix dans la présentation pour tenir sur un format un peu court, mais ça fait effectivement partie des outils de labellisation qui sont aujourd'hui réquisitionnés par les territoires pour mettre en valeur le patrimoine abiotique. Alors le label Grand Site de France, c'est basé sur des sites classés. Pour être grand site, il faut d'abord que le site soit protégé au titre de la loi 1930. Donc on doit être sur un site classé, de renommée nationale. Ça ne peut pas être un site un peu confidentiel, il faut que ça soit des sites de renommée nationale. Typiquement, on a sur les grands sites de France qui seraient concernés par le patrimoine abiotique, on a par exemple la dune du Pilat, on a le Puy-Marie dans le Massif central, les falaises d'Étretat, voilà, des sites majeurs, mais qui sont pour le coup en plein dans ces objectifs-là de conciliation entre conservation et développement, entre conservation géopatrimoniale et développement économique, fréquentation touristique, et avec un objectif qui est un petit peu différent pour le Grand Site de France, c'est qu'il y a effectivement tout un volet de gestion de la fréquentation touristique qu'on ne trouve pas par exemple dans les géoparcs, enfin on ne le trouve pas formellement, explicitement. Là, il est explicitement nommé cet objectif, et sur des sites de très forte fréquentation comme la dune du Pilat par exemple, eh bien forcément il y a des actions qui sont faites en ce sens pour canaliser les flux de visiteurs, voilà. Donc typiquement, ce label entre dans la catégorie des outils de labellisation de ce nouveau type de patrimoine, clairement. Bien, merci. Peut-être une autre question. Est-ce que vous pourriez juste développer un peu plus l'exemple des pratiques touristiques dans le géoparc brésilien ? Développer l'exemple des pratiques touristiques dans le géoparc d'Araripe. En fait, ils veulent un nouvel exemple pour leur future dissertation de la Sagraga. Alors développer, je pourrais pas développer pendant un quart d'heure, je pense, mais je peux peut-être apporter quelques précisions. Les pratiques touristiques actuellement qui sont menées, géotouristiques, hein, c'est ça la question, j'imagine, sur ce type de tourisme-là. Alors actuellement, elles sont vraiment naissantes. C'est vraiment une promotion commençante du géotourisme au Brésil. Et la forme de tourisme que ça prend là-bas, c'est quelque chose d'assez curieux, en fait, au premier abord. On a des sites qui vont être vraiment valorisés comme un tourisme géologique, vraiment. On va vraiment axer les actions touristiques, les dépliants, les panneaux sur le patrimoine géologique. Et curieusement, on va avoir d'autres sites qui sont affichés par le géoparc comme des sites géotouristiques, mais qui, curieusement, le sont beaucoup moins d'un point de vue scientifique. On a par exemple un site qui est considéré comme un site géotouristique dans ce géoparc, et qui est en fait un site de pèlerinage religieux.
Et donc, quand on fait le comptage des visiteurs, il y a 200 000 personnes par an, c'est magnifique, c'est vraiment un site géotouristique majeur du géoparc. Mais en termes de statistiques, rien ne nous dit, on n'a rien vraiment sur combien de personnes viennent pour l'intérêt géologique ou géomorphologique du site. Donc en fait, on a un message qui est un peu brouillé parfois, c'est probablement normal parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui commence tout juste à se mettre en place. Mais on a vraiment des choses assez différentes en termes de mise en valeur sur des sites où on va faire une mise en valeur très, très scientifique, très didactique, et puis d'autres où on va être sur plus quelque chose d'un peu hybride entre géotourisme et puis plutôt tourisme culturel, voire tourisme religieux, où on a du mal à voir, finalement, à voir un petit peu quel est l'objectif recherché dans la mise en valeur. Donc voilà, je pense que je n'ai pas le temps de développer, je suis prêt éventuellement à discuter après la présentation si ça ne répond pas totalement à la question. Et puis, j'ai volontairement mis quelques références biblio pour approfondir ces questions-là. Le dernier article ici donne pas mal d'exemples sur la mise en valeur géotouristique de ce territoire. Donc, c'est en ligne, donc ça peut permettre éventuellement de compléter par des études de cas avec quelque chose de plus approfondi et des illustrations. Merci. Il y a une toute dernière question de M. Samuel Deprat. Ah, merci. Je ne vais pas empiéter trop sur la pause déjeuner. Néanmoins, je crois que j'ai une interrogation qui se trouve au nexus, pour définition au croisement, entre la question de la préservation fixiste d'un site et des dynamiques naturelles évolutives. Vous avez évoqué quelque chose qui peut paraître paradoxal, à savoir une ambition de protection avec des sites qui peuvent être figés dans un état donné, et à l'inverse, des processus, y compris des processus naturels comme celui du boisement spontané, des sites qui iraient à l'encontre de ces dynamiques de protection. Or, ce boisement, surtout lorsqu'il est spontané, n'est pas finalement moins estimable peut-être en termes de protection. Donc on est bien là face à un choix social qui pose la question de la légitimité de cette direction que prend la protection de la nature. Autrement dit, existe-t-il des géoparcs qui dépassent cette vision un peu fixiste des choses et qui soient attentifs à des processus, y compris des processus érosifs sur le temps court, des crises érosives, qui peuvent être parfois très spectaculaires et pourquoi pas mériter cette attention. Alors, effectivement, on est dans tous ces territoires-là, dans ces géoparcs, face à des choix qui sont sociaux, politiques, et qui méritent d'être discutés surtout quand on est géographe et que, de surcroît physicien, et qu'on s'intéresse au processus, ça pose effectivement question. Il y a peut-être un exemple qui du coup serait contre-exemplaire par rapport à ce qui se fait beaucoup, c'est que dans la plupart de ces espaces protégés, on fait de la gestion. On met en place des plans de gestion, et dans les plans de gestion, justement, on ne veut pas qu'il y ait de boisement spontané. Donc on essaye de maintenir comme on le peut, on fait du fauchage, on met en place du pâturage extensif, expérimental, voilà, mais ça c'est des choix politiques et c'est une vision même très occidentale, de ce qu'est la gestion de la nature. En France, le contre-exemple peut-être de ça, en tout cas, où il y a des choses intéressantes qui se font, c'est le géoparc des Bauges, où on a plusieurs sites qui ont été mis en valeur justement pour les processus, où on essaye de mettre en place... c'est l'équipe de Fabien Obléa à Chambéry qui travaille sur ça et qui met ça en place. Des sites un peu expérimentaux, des sites aménagés où on essaye de valoriser plutôt les processus et moins la dimension conservatoire d'un affleurement géologique, mais plutôt les processus, les crues, qui sortent des grottes karstiques, le risque torrentiel, le risque de glissement de terrain au Châtelard, par exemple, qui permet de réactiver plutôt de faire des passerelles avec la thématique précédente, encore une fois, avec la thématique des risques. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans ce sens, rapprocher la thématique des risques et la thématique des patrimoines. Et les géoparcs ont cette mission. Ils n'en ont pas encore toutes prise conscience. Il y a quelques territoires pionniers comme les Bauges qui travaillent en ce sens, mais on a encore la prégnance du modèle où on fait de la gestion conservatoire, presque sous cloche. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, je pense, va évoluer dans les années à venir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Merci. Une belle conclusion sur l'éducation à la mémoire du risque dont on a parlé à maintes reprises ce matin.